Docteur, par rapport à la pathologie, qui est atteint par cette maladie? Et sur le plan cartographique, cette maladie est spécifique aux Noirs ou elle est présente partout dans le monde? Oui, il y a une cartographie de la drépanocytose, mais sur cette carte-là, on voit que l'Afrique est très touchée, et puis du côté de l'Asie, l'Inde aussi est très touchée. Et sur le plan intermondial, le pays le plus touché, surtout par sa population aussi, l'Inde a une population très élevée. Hein. Le pays le plus touché, c'est l'Inde dans le monde, suivi du Nigeria, qui est le deuxième pays, qui est un pays africain, et la RDC est le troisième pays au monde le plus touché. Oui, les autres pays sont un peu moins touchés que nos trois pays-là. Et sur le plan de ce que nous appelons les haplotypes, donc les haplotypes donnent la sévérité un peu de la maladie. Nous avons l'haplotype sévère en RDC. Donc la drépanocytose que nous développons en RDC est très sévère par rapport, par exemple, à la drépanocytose ou à des hémoglobinopathies développées en Afrique de l'Ouest, qui par exemple développées autour du bassin de la Méditerranée chez nous. Donc notre drépanocytose est très sévère. Donc docteur, vous voulez nous expliquer ensemble avec les téléspectateurs que la drépanocytose diffère d'un coin du monde? Oui, il y a des différences dans l'atteinte, dans la sévérité de la maladie. Il y a des différences. Par sévérité, qu'est-ce que nous devons comprendre? Donc, le malade est très atteint et le malade peut développer très facilement des complications de cette maladie-là, et même des complications mortelles, plus facilement que le malade de tel coin ou de tel coin ou de tel coin, bien qu'ils sont tous drépanocytaires. Même ici, chez nous, en RDC, si nous prenons 10, nous prenons 100 drépanocytaires, ils ne sont pas tous égaux. Non. En bon? Non, ils ne sont pas tous égaux. Il y en a qui sont légèrement atteints, il y en a qui sont modérément atteints, il y en a qui sont sévèrement atteints. Donc il y a quand même des paramètres, quelques facteurs biologiques qui peuvent protéger certains drépanocytaires, qui peuvent les protéger. Mais nous ne pouvons pas dormir sur nos lauriers, dire que, écoutez, j'ai un enfant qui a des facteurs qui le protègent et qui ne fera pas une complication de la drépanocytose. C'est faux, archi faux. Nous devons les prendre en charge médicalement, socialement, de la même façon. Parce que on peut être sévèrement atteint, n'est-ce pas, et vivre dans un environnement acceptable, une bonne nourriture, bien suivre ses soins, bien prendre ses médicaments régulièrement et vivre normalement. Comme on peut être congénitalement, légèrement atteint et vivre mal, l'environnement est mauvais, on est chégué, on dort dehors, on mange mal, on mourra. Là, ça contribue encore à détériorer l'état du sujet. À aggraver cette maladie. Docteur, nous sommes maintenant dans l'obligation de savoir, vous nous avez parlé de la constitution de la maladie, de la drépanocytose, hémoglobine, mais là, à quoi est due la drépanocytose? Quelle est la cause de la drépanocytose? La cause de la drépanocytose, c'est une production, parce que je dois parler aux gens à la télévision, une production d'une hémoglobine de mauvaise qualité. L'hémoglobine est une protéine. Une protéine, ceux qui connaissent un peu de chimie, un peu de biochimie, une protéine est un ensemble des acides aminés. Vous voyez qu'on a mis ensemble. Dans cette protéine, il y en a 46. Un ensemble d'acides aminés qui doivent suivre. On appelle
appelle ça, et qui doivent suivre un ordre bien défini. Très chers téléspectateurs, le professeur nous a présenté la méthode pour lire un livre. Vous divisez le nombre de pages par le nombre de jours disponibles que vous pouvez lire selon vos heures disponibles. Et là, vous allez avoir une cadence dans la lecture qui vous permettra d'atteindre la fluidité de la lecture. Donc, lire de manière utilitaire. Là, c'est la connaissance que le professeur Sim Kilosho Kabale vient de partager à tous. Et je m'en vais poser une autre question de savoir, la plupart de parents insistent que leurs enfants fassent des études. Mais nous remarquons que les parents n'appuient pas souvent leurs enfants à avoir cette culture de lire les livres. Mais puisque un livre par jour à la maison. Et l'on donne à la lecture seulement l'identité de l'école ou de l'université. Notre invité va nous expliquer pourquoi. On veut des études, mais on n'insiste pas à la culture de la lecture personnelle. Pouvez-vous nous les expliquer? Oui, moi je crois que ce sont peut-être des mauvaises habitudes de certaines familles, tout simplement. Parce que, essayez de voir notre tradition. Dans la maison d'un chasseur, on pouvait facilement trouver peut-être une lance, une machette, je ne sais pas, tout les nécessaires, un filet, tout les nécessaires de la chasse. Parce qu'on sait bien que quand on va à la chasse, on est bien outillé. Et dans la lecture, dans la vie intellectuelle, c'est pareil. C'est pareil, c'est-à-dire un étudiant, un élève en famille, il doit avoir au moins d'abord une table, une chaise. Vous avez autant d'élèves en famille et il faut que ces enfants-là aient des tables de travail. Alors, pas seulement ça, une bonne famille d'intellectuels, une bonne famille des enfants qui sont inscrits à l'école doit avoir une petite bibliothèque familiale. Une petite bibliothèque familiale, ce n'est pas une magie. Ce n'est pas une magie. Ce n'est pas un ensemble de livres scolaires seulement. Non. On peut avoir déjà un espace pareil pour les livres qu'on va utiliser en famille. Que tous les enfants peuvent venir. Par exemple, quel lire. genre de livres en famille que les enfants peuvent avoir? Il y en a beaucoup. Je peux commencer par les dictionnaires. Tous les livres d'abord inscrits au programme des différents enfants, à partir de l'école maternelle jusqu'au niveau de l'université par exemple, on peut les avoir dans l'armoire ou bien dans les étagères qu'on va appeler ici bibliothèque familiale. Il y a des dictionnaires, le livre scolaire, les livres religieux, la Bible ou bien différentes séries des Bibles qu'on peut avoir, différentes traductions, et puis aussi les livres de spécialité. Peut-être les livres d'économie, peut-être les romans, peut-être les livres de la médecine, peut-être les livres de mathématiques, de physique, de chimie. Alors, tous les enfants d'une famille, pas nécessairement noble, d'une bonne famille, peuvent se ressourcer et trouver des livres disponibles. On peut même avoir une salle de lecture dans une maison et tous les enfants s'abreuvent. Tous les enfants se ressourcent, lisent les livres qui sont disponibles en famille. Et là, en famille, on va favoriser la lecture. La lecture est bien favorisée. Et vous allez voir que les enfants qui sont habitués à la lecture, à partir de la maison, quand ils vont à l'école, quand ils vont à l'université, mais ce sont des enfants qui s'adaptent facilement, qui étudient facilement. Ils n'ont pas de difficultés. Parce qu'ils sont habitués à lire à la maison de manière volontaire. Il n'y a personne qui les contraint à lire. Oui, mais maintenant, avec nos familles africaines, avec notre misère, je ne sais pas, africaine, la première chose à oublier, c'est d'abord le livre. Le livre. Pas de livre en famille, pas de ceci. Alors on dit, ben non, mais vous allez apprendre ça à l'école. Mais les étudiants peuvent dire que nous aussi, le professeur Sim nous a résumé des ouvrages dans les syllabus. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des auteurs dans la librairie. Oui, c'est malheureux. Il est dangereux. Dangereux parce qu'un enseignant ne peut pas résumer un livre. Un enseignant ouvre, même nos syllabus ordinaires. Ce sont des syllabus qui ne résument pas les livres, qui ne limitent pas les étudiants aux seules connaissances que nous présentons dans les syllabus. Non. Un syllabus, c'est juste un outil
qui vous amène à lire. Il y a une bibliographie. Il y a des indications bibliographiques qui montrent à l'étudiant que, attention, l'enseignant a dispensé ceci, mais allez à la bibliothèque. Allez vous ressourcer vous-même. Allez vous-même lire au centre des ressources qui sont disponibles. C'est ça la bibliothèque. Alors, mais dire que je vais me limiter seulement à ce que l'enseignant m'a dit, je vais mémoriser ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que l'étudiant qui est limité comme ça, il va débobiner ce que l'enseignant a dispensé. C'est bien, il aura ses points. Sans avoir le côté critique. Le côté critique et même l'ouverture d'esprit, il sera limité. Parce que quand on va lui demander maintenant d'écrire le mémoire, ce sont les étudiants qui vous épuisent toutes les sessions. Première session, il est incapable d'écrire le premier chapitre. Deuxième session, pareil. Troisième, et finalement... Docteur Jean-Loup, nous tendons déjà à la fin de notre entretien, qui est vraiment fabuleux. Par rapport à l'exercice physique, quels sont les exercices que l'on doit pratiquer? Faut-il être nécessairement sportif pour éviter l'hypertension? Et nous allons terminer par la prise en charge médicale de l'hypertension artérielle au sein du centre médical Diamant Kinshasa. Si vous pouvez nous en dire plus. Bon, pour ce qui s'agit de l'activité physique, il est recommandé d'avoir une activité physique régulière. Bon, la notion de régulière peut être modulée ici. On peut c'est-à-dire avoir au moins 3 fois la semaine une activité physique d'au moins 30 minutes. Et ce qui est recommandé, ce sont les activités physiques d'endurance. Parce qu'on peut avoir aussi d'autres types d'activités physiques. Par exemple, l'haltérophilie, c'est une activité physique, okay? Mais elle se fait de façon statique. On recommande les activités physiques d'endurance, c'est-à-dire par exemple la marche, okay? Le vélo, la natation, la gymnastique, okay? qui s'instaurent dans la durée. Alors que deux fois, ces autres types de sports se font sans mouvement. Donc ce sont des efforts assez brutaux, assez brusques, alors que ces autres activités physiques sont des activités assez douces que tout le monde peut pratiquer aisément. Okay? Comme vous l'avez si bien dit, est-ce que c'est seulement les sportifs? Non, tout le monde peut faire du sport, sans être entre guillemets sportif. Okay? C'est pour cela que la plupart d'études menées ont vu que les activités physiques d'endurance avaient un impact significativement positif sur l'amélioration des chiffres tensionnels que les autres types d'efforts qui faisaient travailler le cœur pratiquement avec peu d'oxygène, alors que les autres faisaient travailler le cœur avec assez d'oxygène et entraînaient une certaine dilatation des vaisseaux, donc d'où une baisse de la tension artérielle. Et là, par rapport à la prise en charge au sein du centre médical Diamant, au sein du centre médical Diamant, la prise en charge de l'hypertension artérielle, si nous devons le dire, c'est une prise en charge d'abord multidisciplinaire, c'est-à-dire il n'y a pas que le cardiologue qui prend en charge le patient. Donc il y a le cardiologue, le médecin généraliste. Je vous ai dit que l'hypertension artérielle pouvait entraîner des lésions au niveau des reins, donc le néphrologue. Au niveau des yeux, il y a l'ophtalmologue. Okay? Donc cette prise en charge est multidisciplinaire. Elle est opérationnelle. Pourquoi je dis opérationnelle? Parce que dans notre prise en charge, le but ou l'objectif, ce n'est pas que de baisser la tension artérielle. Parce que il y a plusieurs années, on pensait que soigner l'hypertension, c'est seulement baisser la tension. Nous intégrons d'autres notions parce qu'actuellement, le but, ce n'est plus de baisser la tension, mais nous sommes engagés dans un processus où les praticiens vont à la recherche active des autres facteurs de risque cardiovasculaire, okay, à travers un interrogatoire assez poussé, un examen clinique poussé, mais aussi à travers les examens paracliniques, comme je vous ai dit. Donc, on fait un électrocardiogramme, les examens d'échographie, une protéinurie à la bandelette ou une protéine de 24 heures. On fait le lipidogramme du patient, donc voir si, en plus de son hypertension, il n'y a pas un problème au niveau du cholestérol, il n'y a pas un problème au niveau de l'acide urique. Donc, on recherche tous les facteurs de risque cardiovasculaire et ainsi,
il est décrit, le patient, il est décrit un profil pour chaque patient. Parce que la prise en charge ne peut pas être la même pour chaque patient. Donc il est décrit un profil pour chaque patient et c'est en fonction de ce profil qu'un programme de traitement est mis en place où nous aurons d'une part les mesures hygiéno-diététiques et l'activité physique adaptée au profil du patient avec l'intervention du nutritionniste, de l'ophtalmologue comme je vous ai dit, et aussi ce profil nous permettra aussi le choix de la thérapeutique, c'est-à-dire c'est vrai qu'il y a beaucoup de médicaments qui soignent l'hypertension. Il y a 5 grands groupes. Okay? Tous ces 5 grands groupes s'équivalent pour ce qu'il s'agit de baisser la tension, mais en fonction du profil, il y a des molécules qui seront privilégiées par rapport à d'autres, par rapport au profil décrit. Et puis, il y a une autre notion, c'est que chaque patient sera soigné en fonction de son problème, donc de son profil. Okay? Donc c'est un peu ça, si je peux résumer, comment se fait la prise en charge. Donc ça commence par les consultations du généraliste, du cardiologue, l'implication des autres spécialistes en fonction de ce qu'on trouve, la réalisation de certains examens de laboratoire pour rechercher tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire, la définition d'un profil pour le patient et puis l'établissement d'un plan de traitement, mais tout en intégrant aussi que nous allons en avant en prévenant les possibles complications, c'est-à-dire en recherche, s'il y en a, s'il n'y en a pas, on les prévient déjà. Donc c'est tout un plan établi qui nous permet d'avoir une prise en charge optimale du patient dans toute son entièreté. Et ma question, est-ce que la femme se donne-t-elle les moyens pour réussir? Je crois que beaucoup de femmes se donnent des moyens pour réussir. Mais pour réussir pour une femme, il faut 10 fois plus de volonté qu'un homme. Parce que vous avez des embûches de tous les genres. Aller à l'université, entre les notes sexuellement transmissibles et dans le monde du travail, les promotions canapées, croyez-moi, les femmes qui arrivent et qui se respectent, elles ont très dur. On se bat bec et ongles, mais elles y arrivent. Et il y en a. Est-ce que les femmes peuvent compter entre eux? Non, les femmes en général ne se coalisent pas pour réussir. Et ça, c'est vraiment dommage, mais je ne pense pas que ce soit propre de la RDC. Hein. Je crois que les femmes sont tellement, on est tellement pugnaces et on a tellement l'habitude de vivre dans un monde qui est dirigé par les hommes que souvent nous nous faisons manipuler par les hommes, qui se servent de nous pour eux monter. Hein. Parce qu'une fois qu'ils s'est servi de vous, bah, c'est au revoir et merci et vous montez. Donc souvent les hommes jouent à monter les femmes les unes contre les autres pour vous dire, mais tu sais, après tout, hein, elle a dit ça de toi. Mais moi, je ne suis pas dans cet esprit-là. Parce que moi, je me dis toujours qu'il y a assez de place pour tout le monde. Qu'il y a assez de femmes. En RDC, il y a un nombre de femmes compétentes incroyable. Il y a assez de femmes pour qu'il y ait 50% de femmes dans un parlement. Moi, je peux trouver, je le dis toujours, moi, je peux vous trouver 250 femmes aussi compétentes que tous les hommes que vous avez pour remplir votre parlement. Je peux vous trouver des femmes assez compétentes pour être dans tous les ministères. Parce que si le Congo est dans l'état où il est, on peut dire que le Congo est dans un mauvais état, non? Tout le monde le sait. Ce n'est pas à la cause des femmes. Les femmes n'ont pas dirigé ce pays. Les femmes n'ont pas été présidentes de la République. Les femmes n'ont pas été Premier ministre. Les femmes n'ont pas été ministres des Finances, à ma connaissance. Donc, si le Congo ne va pas bien, ce n'est pas à cause des femmes. Alors les hommes devraient peut-être se remettre en question et se dire peut-être que si on prenait une femme ministre des Finances, si on prenait des femmes à des postes régaliens, ministre de la Défense peut-être qu'il y aurait moins de guerre, peut-être qu'on aborderait les choses de façon différente. Parce que quand il y a des conflits, aux tables des négociations, les femmes ne sont pas là. Or, qui souffrent de plus des conflits, ce sont les femmes. Qui doivent continuer à faire vivre les familles, ce sont les femmes. Donc je crois qu'il faut apprendre à écouter les personnes qui sont concernées si on veut évoluer, surtout quand ces personnes représentent 53%. Et par rapport à ma question, est-ce que la mobilisation des femmes est-elle suffisante pour accéder à une parité dans la création de richesses et dans un partage équitable de richesses aussi? Vous savez, dans un pays comme la RDC, ce n'est même pas la mobilisation des femmes qui est un problème, c'est la mobilisation du Congolais en général. Le Congolais est pauvre, le Congolais se bat pour sa survie. Vous savez, c'est ceux qui ont le temps, qui intellectuellement ont le temps et les moyens qui peuvent se mobiliser.
Une maman qui doit vendre son pain qui doit être à la boulangerie à 4h ou à 5h du matin, elle n'a pas le temps de se mobiliser. Ceux qui se mobilisent, c'est ceux qui en ont le temps, qui en ont les compétences. Et je crois que les femmes se mobilisent. La preuve, c'est que nous sommes arrivés à avoir ces lois sur la santé de la reproduction, sur la mise en œuvre de la parité et la parité inscrite dans la Constitution. Donc les femmes se sont mobilisées. Les femmes se mobilisent pour rencontrer les partis politiques. Je crois qu'en 2011, on a fait le tour des partis. Mais maintenant, comme je le dis, en plus de la mobilisation, il faut un changement de mentalité. Parce que beaucoup de femmes ne comprennent pas qu'elles vont voter pour une femme. On a été dans des provinces ou dans les assemblées provinciales, il n'y a même pas de femmes élues. Au Maniema, par exemple, il n'y a pas de femmes élues dans l'assemblée provinciale. Les femmes disent, vous savez, si on élit des hommes, il va épouser plusieurs femmes, il va aider beaucoup de familles. Or, ce n'est pas ça l'objectif. D'abord, la polygamie n'est même pas autorisée en RDC. Donc, ça veut dire que quelque part, vous ne comprenez pas non plus. Est-ce qu'on peut dire que les femmes qui sont dans les instances de direction, dans les instances de prise de décision, ne sont là que pour faire de la figuration? Ça dépend des femmes, ça dépend du caractère des unes et des autres. Vous avez des femmes comme Madame Eve Bazaïba. Vous ne pouvez pas dire que cette femme fait de la figuration quelque part. Vous avez des femmes qui étaient au Parlement comme Élisée Dimanja. Vous ne pouvez pas dire que cette femme a fait de la figuration. Vous avez des femmes comme Madame Zuzi Wambombo. Les hommes qui sont au Parlement ne se distinguent pas. Il y en a qui se distinguent, d'autres non. Dans la majorité comme dans l'opposition, il y en a qui se distinguent. Ça, c'est le caractère intrinsèque de la personne. Il y a des gens qui sont des leaders nés, hommes ou femmes. Donc, on ne peut pas dire que toutes les femmes vont être des leaders, comme on ne dira pas que tous les hommes sont des leaders. Donc, ça, c'est la valeur intrinsèque d'une personne. Madame, cette question nous provient de M. Lukoki Amadete. M. Lukoki Amadete a posé cette question. Donc, c'est plus une observation. Vous ne trouvez pas que seul l'homme dans un couple doit avoir le droit de contrôler sa femme? Si nous ouvrons la brèche des méthodes contraceptives, ça permettra à la femme de se méconduire quand elle veut. Donc, il veut dire en résumé, en présentant les méthodes contraceptives à la femme, sa femme pourra aller voir un autre homme et au lieu de tomber enceinte, elle sait que je vais prendre tel produit. Vous ne trouvez pas que M. Lukoki a raison d'avoir peur? Merci beaucoup, Papa Lukoki, pour cette préoccupation, mais je vais te calmer pour te dire que l'infidélité, c'est quelque chose de volonté. Une femme peut ne pas avoir la contraception. Si elle est décidée d'être infidèle, elle le sera. C'est question de volonté, c'est question d'éducation, c'est question aussi de non-encadrement peut-être de cette femme par rapport au respect de son lit conjugal. Donc ce n'est pas la contraception qui peut amener la femme à faire n'importe quoi, mais c'est question d'esprit. Quand c'est déjà dans l'esprit de la femme, elle peut être mariée, elle veut souiller son lit conjugal, elle le fera. Mais c'est question d'esprit. Et quand on travaille l'esprit de cette femme, elle ne fera pas ça. Et pour calmer encore le coup, quand la femme vient en planification familiale, nous ne donnons pas seulement les méthodes, nous sommes aussi des conseils conjugaux. Nous leur parlons de cette fidélité. Nous leur parlons aussi d'éviter les multiples partenaires avec d'autres conséquences. Et c'est toute cette conséquence où toi-même, la femme, tu vas depuis ta maison par tes propres mains. Donc, que Papa Lukoki soit tranquille, qu'elle ait confiance à sa femme, qu'elle l'autorise à prendre la planification familiale. Ce n'est pas ça qui va l'amener à faire l'infidélité. Vanessa, étudiante, elle pose cette question. Il nous est difficile de parler contraception sans qu'on soit pointé du doigt. Comment faire pour que, dans la communauté à laquelle nous appartenons, nous puissions nous exprimer librement sans tabou? Elle est étudiante, Vanessa. Merci, Vanessa. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on a dit qui est éligible, nous pensons directement aux adultes et nous négligeons la jeunesse. C'est ce que je disais. Donc, la jeunesse est négligée. Et même nous, en tant que prestataires de soins, quand les jeunes arrivent, nous les stigmatisons. Donc nous les pointons du doigt. Mais toi tu n'es pas marié, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et maintenant, c'est notre rôle aussi en tant que formateur de former les prestataires, de changer la mentalité, de changer cet esprit, d'encadrer la jeunesse. Quand un jeune vient à l'hôpital, il faut lui donner des soins conviviaux aux jeunes. Quand un jeune vient à l'hôpital, il faut profiter de ces jeunes pour lui parler de beaucoup de choses parce qu'il va les répercuter chez les autres. Donc nous devons sauver notre jeunesse aussi. Et je vais dire à Vanessa qu'elle évolue dans un contexte où ce n'est pas encore clair. On a défini qu'est-ce qu'on doit faire pour les jeunes en matière de contraception. Mais je sais que bientôt, on aura des lois pareilles par rapport aux jeunes et que les prestataires de services seront aussi vraiment calmes pour travailler avec les jeunes. Mais ce que nous devons faire,
on ne peut pas croiser les mains, c'est former les prestataires dans les soins conviviaux aux jeunes. Ne pas stigmatiser les jeunes, mais les recevoir et leur parler pour les sauver aussi. Prestataires de soins, vraiment, soyez conviviaux par rapport aux jeunes parce que c'est très sérieux. Et là, nous avons Madame Judith, secrétaire de direction. Ouais. Elle dit ceci: les contraceptifs pharmaceutiques comportent beaucoup de risques. Seule la contraception naturelle est une sécurité pour la femme. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, Maman Judith. Bon, la contraception naturelle, comme j'ai dit, il n'y a pas un apport extérieur. On n'ajoute rien. La femme reste naturelle et elle observe seulement les temps d'abstinence. Mais alors que l'artificiel nous ajoute des artificiels, il y a des effets secondaires qui peuvent arriver. Et c'est comme je dis que les personnes doivent être formés pour sélectionner correctement. Parce que s'il n'est pas formé, il peut donner à n'importe qui et causer aussi des problèmes. Mais quand le professeur est bien formé, il va bien sélectionner, ça ne va pas causer des problèmes ni d'ennuis. C'est le contraire qui pose des ennuis où le professeur n'est pas formé, où il va prendre en pharmacie sans consultation, il peut avoir des ennuis. Mais quand il est bien consulté, il n'y a pas d'ennuis. Et en comparant avec le naturel, il peut avoir, sauf que le naturel, il n'y a pas d'effet secondaire, alors que les artificiels peuvent avoir quelques effets indésirables. Là, c'était Madame Judith. Madame Mami vient de répondre à Madame Judith. Il y a Monsieur Jean Alimété qui dit ceci: les pilules et les implants comportent des risques pour la santé de la femme. Ils peuvent causer le cancer. Monsieur Jean. Merci, Monsieur Jean. Ça, ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs, ce sont des informations non vérifiables. Et je veux lui dire que les implants, ils sont utilisés à travers le monde. Si c'était seulement en Afrique, nous on allait aussi refuser en tant que prestataire. Mais le fait que tout le monde l'utilise, c'est que c'est bien sécurisé. Monsieur Médard, tellement qu'il y a des questions, nous allons encore être plus substants par rapport à nos réponses. Salutations à tous les étudiants qui suivent le magazine Genre Volontariat à Kinshasa. Gloria, une étudiante à Lemba, sa préoccupation. La plupart des conseils dans le domaine de la sexualité, c'est auprès des amis que nous les apprenons. Ça, c'est Gloria qui dit ça. Et sa question: comment faire pour exposer ce problème de connaissance à la sexualité à nos parents? Merci, mademoiselle Gloria, qui j'espère qu'elle sera en train de nous suivre. Le grand combat par rapport à nous, c'est nos tabous qui nous lient. Et est-ce que ces tabous-là nous amènent toujours de bonnes choses? Je dis oui et non. La première des choses que je vais dire à mademoiselle Gloria, c'est qu'elle doit prendre tout son pouvoir entre ses mains pour dire les problèmes de sexualité, il faut en parler. Pour autant qu'on peut en parler des problèmes de maladie à la famille, autant on peut parler des problèmes de typhoïde. C'est un problème de santé qui existe et qui doit être traité sur le plan médical, qui doit être parlé, comme on en parle de tout autre problème. Les histoires des tabous, c'est là où ça nous mène aujourd'hui. Et heureusement, madame dit que, mademoiselle, j'espère, elle n'a pas l'état de pouvoir parler de ça avec les parents, parce que c'est tabou. Mais, par besoin d'informations, elle se fait informer auprès des amis. Mais est-ce que les informations qu'elle reçoit auprès de ses amis sont des informations scientifiquement valables, sont de vraies informations qui peuvent l'aider à être en bonne santé sur le plan sexuel et je dis non. Donc, mademoiselle doit avoir tout son pouvoir à ses mains pour dire nous devons dépasser, nous devons avoir le pouvoir pour dire il faudrait avoir ce pouvoir de pouvoir parler de sexualité avec les parents et les vraies informations ne peuvent provenir que de la famille si au moins la famille est sensibilisée, si la famille comprend aussi. Sur cette table, il y a monsieur, le docteur Lusala qui n'a pas encore parlé, mais je pense avec ces trois questions, il va parler. Et là, nous en prenons trois à la fois. Monsieur Longo Akimbanseke, un clin d'œil à tous nos téléspectateurs Akimbanseke. Pour monsieur Longo, quels sont les dangers pour une femme qui n'a pas recours à l'espacement des naissances? Question de monsieur Kabamba à Kassafougou. Chez ma mère, nous étions à 12 enfants. Elle n'a jamais recouru à l'espacement de naissance. Mais pourquoi actuellement les ONG nous parlent d'espacement de naissance? Et enfin, Madame Bobette Alingwala, présentez-nous les avantages de recourir à des méthodes contraceptives pour espacer les naissances et si vous pouvez nous en donner quelques exemples, Dr Lusala. Je suis très flatté par rapport aux questions de M. Longo, M. Kabamba et de Mme Bobette. Il faut retenir d'abord la contraception arrive à résoudre 4 problèmes.
Et dans la communication, nous parlons de 4 trop. Les 4 trop voulant dire les grossesses trop espacées, ça sera déjà la première, les grossesses trop rapprochées, des grossesses trop tardives et des grossesses trop nombreuses. Et si on veut éviter des grossesses trop rapprochées, c'est comme ça qu'on parlera des espacements des naissances avec des méthodes efficaces et c'est des méthodes contraceptives. Il y a aussi une méthode naturelle que les parents utilisaient, c'est entre autres la séparation des parents, donc ils ne vont pas se rencontrer physiquement, il n'y a pas de rapport sexuel. Donc c'est facile qu'à ce moment-là, on trouve des enfants qui ne se suivent pas. Et c'est ce que nos grands-parents utilisaient autrefois, on séparait les parents. Mais aujourd'hui, on ne sépare plus de couples, ils sont là, papa et maman participent à l'harmonie et à la prise en charge des enfants. Donc du coup, s'ils n'ont pas une méthode efficace, ils vont constater, puisqu'ils continuent à vivre sexuellement, qu'une maman qui allaite a de nouveau une grossesse évolutive. C'est comme ça qu'on parlera à ces moments-là des méthodes contraceptives modernes qui feront que les couples continuent à vivre sexuellement, mais la grossesse n'arrive pas, puisqu'on évite une conception. Okay? Et la dernière question donc, de madame, je vais donner des exemples. Des exemples, vraiment il y en a plusieurs. À Kinshasa, je pense que ce qui est connu, c'est par exemple les méthodes physiques, qu'on va parler préservatif ou condom. Et là, les jeunes appellent ça chaussettes, les jeunes appellent ça bottines. Puisque une femme utilise ou bien un homme, et les couples ne vont pas avoir d'enfants. En dehors des méthodes physiques, on a aussi des méthodes qu'on appelle hormonales, comme les dépôt-provérants, comme les pilules contraceptives, comme l'implant, comme des stérilés qui sont pourvus des cuivres des hormones. Ces méthodes modernes, aujourd'hui, permettent aux femmes de gérer avec efficacité leur maternité. Très chers téléspectateurs, vous venez de voir par vous-même notre invitée de ce jour, Madame Félicité Kessé, avec elle nous allons parler du statut de l'enfant vulnérable, la prise en charge des enfants vulnérables au sein de l'ONG. Et là, nous sommes dans la commune de Makala avec Madame Félicité, responsable de l'ONG SECAM. Ma première question, comment Madame Félicité présente-t-elle l'enfant vulnérable? Qui peut-on appeler enfant vulnérable? Merci. L'enfant vulnérable, c'est un enfant qui a besoin d'être entouré d'une certaine protection. Et le terme actuellement le plus courant, c'est l'enfant en situation difficile. Ça veut dire que l'enfant qui manque certains droits ou certains privilèges par rapport à tous les enfants. C'est ce qu'on peut appeler un enfant vulnérable ou un enfant en situation difficile. Avec Madame Félicité, nous allons parler de l'enfant en situation difficile avec la société et la prise en charge de cet enfant-là. À notre invité, la question est posée. Est-ce que vous avez des difficultés à comprendre comment la situation de l'enfant est si difficile dans notre pays? Comment pouvez-vous expliquer cela? La situation de l'enfant est difficile dans notre pays, mais pas seulement dans notre pays, mais un peu à plusieurs endroits dans notre continent. Mais bon, parce que nous sommes au Congo, ou en République démocratique du Congo, nous voyons l'enfant en situation difficile comme étant un enfant qui est privé de certains droits, qui manque certains privilèges par rapport aux autres enfants, les enfants en famille, les enfants normaux. Bon, ils sont en situation difficile parce que soit ils ne sont pas avec les parents, soit ils sont avec les parents, mais ils manquent certains droits. Par exemple, le droit de se faire nourrir comme il se doit, le droit de fréquenter l'école comme tous les enfants, le droit de jouir des
des droits primaires ou de certains droits primaires comme ils l'auraient voulu en tant qu'enfant. Et la difficulté de l'enfant en situation difficile dans notre pays, c'est un terme plutôt vague parce que c'est lié aussi un peu à la situation économique et à la situation politique de notre pays. Suivons et revenons après cet élément. Du lauréat dans la catégorie jeunesse à venir. Docteur Molano. Madame Félicité Kiessé. Madame Félicité Kiessé de l'ONG SECA. Elle est dans la commune de Makala, femme de cœur. Sous vos applaudissements. Docteur Molano. Bonsoir. Nous vous remercions au nom de toute l'équipe de SECAM. Nous avons vu défiler avant nous des messieurs, des dames qui font du bon travail, mais seulement avec les grands. Et nous commençons avec les tout petits, avec le début de la jeunesse pour éviter justement que les rues de Kinshasa et des enfants, que nous appelons les enfants de la rue, nous prenons en charge les enfants qui sont abandonnés dans des maternités, les enfants qui sont dans la rue, et nous faisons des efforts pour faire de cela des grands messieurs et des grandes dames de demain. Voilà le travail que nous faisons et c'est pour ça que nous méritons ce prix que nous venons chercher aujourd'hui. Et vous voyez le podium? Et nous vous remercions pour ça. Félicitations, madame. Ensemble avec les téléspectateurs, nous aimerions comprendre comment se passe l'intégration des enfants au sein de votre orphelinat. Quel est le processus pour qu'un enfant vienne dans votre orphelinat? Ok, merci monsieur le journaliste. Les enfants que vous voyez ici, ce sont des enfants que nous ne connaissons pas auparavant. Ce sont des enfants que nous n'avons pas rencontrés avant de nous voir. Mais ce sont des enfants qui sont venus chez nous parce que conduits par les services étatiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les enfants, ils viennent de différentes communes de la ville de Kinshasa. Ils viennent du tribunal pour enfants. Et voilà, ils sont soit conduits à l'orphelinat par un assistant social du tribunal, soit alors par un assistant social de la commune. Les 24 communes, il faut placer les enfants là où il y a disponibilité d'accueillir les enfants.